Oui, bonjour. Oui, je vais expliquer pourquoi ce titre. Merci pour cette invitation. Je suis extrêmement contente de pouvoir parler d'Afra Ben et de la remettre dans ce panthéon de femmes, d'autrices européennes. Je pense que ça lui correspond bien. Et alors effectivement, ici, de ce côté de la Manche, en France, Afra Ben est encore très largement méconnue. C'est essentiellement, comme vous venez de le rappeler, dans quelques pages de Virginia Woolf, dans Une pièce à soi, que nous la connaissons. Elle est née en 1640, elle meurt en 1689, donc elle est vraiment la contemporaine de Molière, par exemple, pour donner un équivalent. Elle est dramaturge, romancière anglaise à la fin du XVIIe siècle, très prolixe. Elle écrit une vingtaine de pièces de théâtre, le premier roman épistolaire, des novels, des traductions. Donc elle écrit énormément et c'est vraiment quelqu'un de très reconnu en son temps, d'extrêmement valorisé. Et pourtant, elle a été oubliée, comme beaucoup d'autres autrices. On l'a même surnommée à un moment la George Sand de l'Angleterre. Elle a été espionne aux Pays-Bas, aventurière, voyageuse, savante. Elle a rencontré les Amérindiens d'Amazonie, assisté à une révolte d'esclaves noirs au Suriname. C'est vraiment un modèle de liberté et de féministe avant la lettre. Elle critique le mariage arrangé de la même manière qu'elle critique l'esclavagisme. Elle était une des premières femmes écrivaines en Europe, en tout cas en Angleterre, à vivre de sa plume tout au long de sa vie, donc une écrivaine professionnelle, et à s'imposer sur la scène théâtrale londonienne. Ce succès de son vivant va lui valoir d'ailleurs d'être très moquée, d'être critiquée autant qu'adulée. On va lui donner le surnom un libelle d'un écrivain de l'époque, la taxe de punk and poetess. Et punk, d'après une des premières biographes, Maureen Duffy, au XVIIe siècle en argot, en anglais, voulait dire pute, prostituée. Donc, prostituée et poétesse, punk and poétesse, qui rappelle dans cette expression qu'une femme qui s'exprime sur la scène publique était aussi perçue comme une femme publique, et bien qu'elle ait été célébrée ensuite comme une pionnière par Virginia Woolf. Et d'ailleurs, je me demande souvent si Virginia Woolf, lorsqu'elle a écrit Orlando, n'a pas pensé à Afra Ben, ce personnage d'Orlando qui fut d'abord un jeune homme au temps d'Élisabeth Ier, ambassadeur dans l'Empire ottoman, avant de revenir en Angleterre en femme pour y épouser un capitaine de Cap Hornier. Cet Orlando qui traverse l'Europe, franchit les siècles, gardant toujours près de son sein son poème Palimpseste, cette figure d'artiste à l'identité instable et labile me fait penser à bien des égards à Afra Ben. Femme et dramaturge à succès, jamais tout à fait à sa place, Afra Ben procède dans sa vie comme dans son œuvre à de constants déplacements qui la font toujours regarder ailleurs, vers les Flandres, l'Italie, l'Espagne et même le Nouveau Monde, comme si son île d'Angleterre était trop petite. Et ici, donc, on va parler de l'imaginaire de l'Europe. Je vais surtout parler du théâtre. Je me centrerai sur le théâtre. On pourrait parler encore plus longuement de ses fictions, de son écriture en prose. Et je vais m'intéresser notamment à 3 pièces qui proposent un jeu de déplacement à plusieurs niveaux. Un déplacement géographique dans l'espace avec la pièce qui s'appelle le Rover et la seconde partie du Rover. Rover signifiant écumeur des mers, d'où le nom d'écumeuse. Qui est donc première partie publiée en 1677 et la seconde partie du Rover qui est publiée en 1681, qui sera vraiment une sorte d'énorme succès à cette époque-là. Je m'intéresserai aussi dans la deuxième partie du Rover à un déplacement temporel, puisqu'on parlera là de créatures mythiques et imaginaires, avec la figure de la géante. Et puis enfin, je parlerai aussi de la dimension de déplacement dans le genre, puisque Afra Ben aussi va constamment déjouer les assignations liées au sexe. Alors, quel est cet imaginaire pan-européen quel est cet imaginaire européen qu'elle déploie dans ses textes D'abord, pour resituer un petit peu qui est Afra Ben, puisqu'on ne connaît pas toujours sa vie et que sa vie est quand même importante, on peut dire que son existence elle-même est frappée du saut du déplacement à de multiples titres. Elle est née Johnson, elle est fille d'un chirurgien barbier,
obscure et d'une mère nourrice issue d'une très très petite branche de la gentry du Kent. Elle naît près de Canterbury et elle va voyager très tôt. D'abord, elle voyage peut-être dans un couvent dans sa jeunesse à Gand, dans les Flandres, ou peut-être elle va rencontrer d'ailleurs des femmes dans les béguinages. Là aussi, est le lieu de rencontres de culture. Elle voyage ensuite au Suriname, où à 23 ans, elle est envoyée probablement comme espionne. Le Suriname qui est alors une colonie anglaise, qui sera ensuite vendue aux Hollandais, où elle va assister à une révolte d'esclaves noirs et d'où elle rapportera son fameux roman Orunoko, qui sera son best-seller. Elle va également voyager ensuite, plus tard, à 27-28 ans, dans les Flandres à nouveau, à Anvers, où là, elle est envoyée officiellement par le roi Charles II comme espionne. Et elle va espionner sous son nom d'espionne, son nom de code sera Astrea, nom qu'elle emprunte au grand roman pastoral du début du XVIIe siècle, L'Astrée d'Honoré d'Urfé. Donc elle est très marquée aussi par la culture française. À Londres, enfin, elle va faire une carrière étonnante, enchaînant les succès dans les 2 grands théâtres. Elle est veuve à 26 ans, jamais remariée. Elle commence à écrire très tôt pour sortir de prison, plutôt que de se remarier. Et elle va passer à la postérité, non pas sous son nom de Johnson, mais sous un nom allemand, le nom de Ben. Alors apparemment, on prononce aussi Bean en Hollande. J'ai appris ça hier soir. Donc elle passe sous la postérité sous un nom allemand, qui est celui de son mari, qu'elle aura eu comme mari pendant 1 ou 2 ans, et qui est un obscur marchand allemand, peut-être même un marchand négrier, qui meurt précocement. Ce déplacement, il se vit aussi sur le plan des origines sociales, et sur le plan des classes sociales, puisqu'elle a vraiment des origines plutôt modestes. Et a priori, rien ne la prédispose à la carrière littéraire et aux mondanités de Londres qu'elle va connaître. Alors on peut imaginer que c'est surtout grâce à son frère de lait, puisque sa mère est nourrice, le Culpeper, qui est une famille assez importante dans le Kent et à Canterbury, et qui va aussi lui donner accès à des relations de cour et à une certaine éducation. Peut-être aussi grâce au demi-frère de son frère de lait qui est lui relié à la très grande famille aristocratique de Sydney, qui est liée aux familles royales, et qui lui donnera peut-être là aussi accès à des bibliothèques assez importantes. Un déplacement géographique, social, qui se double aussi d'un déplacement linguistique, puisque notre Afraben européenne traduit les anciens, les grecs et les latins. Alors malheureusement, elle n'a pas pu apprendre le grec et le latin, donc elle se fait traduire de façon littérale les textes pour en redonner ensuite une traduction littéraire. Et elle traduit aussi du français, notamment l'entretien sur la pluralité des mondes de Fontenelle, qui est une sorte de grand livre à succès de vulgarisation scientifique, qui va beaucoup circuler d'ailleurs dans les salons féminins. Et elle traduit aussi les maximes de La Rochefoucauld. Elle est influencée dans son théâtre par la farce baroque française et italienne. Elle s'inspire de la Commedia dell'arte et elle s'inspire aussi notamment dans la farce The Emperor of the Moon, une de ses dernières pièces. Mais on peut dire que cet imaginaire européen, ça va bien au-delà d'un simple jeu comme ça d'influence. C'est vraiment un imaginaire de l'ailleurs, notamment dans sa grande pièce, un de ses grands succès, donc The Rover, l'écumeur, sous-titre Les Cavaliers bannis, qui est une pièce qu'elle écrit en 1677 et qui sera suivie par la suite, The Second Part of the Rover, la deuxième partie du Rover, en 1681, et qui sont vraiment, qui pourraient être vraiment les emblèmes de cet imaginaire de l'Europe chez Afraben. La première pièce se passe à Naples et la seconde se passe à Madrid. Alors, comme souvent, elle s'inspire d'une pièce qui existait, qui était la pièce de Thomas Killigrew, le directeur d'un des théâtres où elle a joué, la pièce qui s'appelle Tommaso, qui est une pièce très bavarde et qui n'avait jamais été jouée. Mais évidemment, elle en fait quelque chose, elle en fait vraiment un chef-d'œuvre. Ça raconte en fait, ça met en scène des jeunes royalistes qui sont exilés pendant la période de la guerre civile cromwellienne, pendant l'interrègne, de jeunes nobles désargentés qui ont perdu leurs biens et qui vont chercher un peu l'aventure en Europe, et notamment en Italie ou en Espagne. Cette jeunesse qui est donc déclassée, déplacée, qui est jetée comme ça sur les routes d'Europe, dans les pays du sud de l'Europe notamment, l'Italie et l'Espagne,
Afraben les compare par son titre aux libertins qui errant de l'époque d'Élisabeth Ier et qui utilisaient leur esprit et leur charme et leur séduction pour parvenir à leur fin et qui vraiment couraient l'aventure sur les mers et qu'on appelait les écumeurs des mers, hein, the rover, d'où ce nom d'écumeur où elle renoue avec cette idée et cet idéal même d'aventuriers qui finalement s'affranchissent des frontières et vont chercher à réinventer leur vie en quête d'aventure et qui partent chercher fortune loin de l'Angleterre. Alors, ce qui est intéressant dans la pièce de Rover, qui se passe à Naples et qui met en scène des Italiens, des Espagnols et des Anglais, c'est que c'est un vrai petit laboratoire de nationalité, de culture. Et contrairement à beaucoup de pièces, par exemple médiévales, où on va se moquer de la manière de parler l'anglais de la part des personnages européens, Afraben ne se moque jamais sur le plan linguistique de ces personnages, qu'ils soient italiens ou espagnols, ils parlent tous un anglais parfait. Donc elle ne va pas du tout verser dans les stéréotypes ou les clichés liés aux nationalités. Et à la limite, dans les personnages un peu plus populaires, elle va s'en moquer, mais plus comme d'une faiblesse, une forme de fermeture d'esprit. Parfois même, il y a effectivement des allusions aux mœurs étrangères ou des stéréotypes qui vont être placés dans la bouche de personnages, mais dans la bouche de personnages ridicules. Par exemple, dans Le Petit Maître, il y a le personnage de Sir Tim, qui est un roué, un petit maître qu'elle ridiculise, et qui attaque un des personnages, un de ses rivales, en laissant entendre que peut-être il serait homosexuel, et qu'il dit « Vous seriez italianisé, aimeriez-vous votre propre sexe ?» Ce à quoi le personnage de Belmour répond « Je suis pour tout ce qui sort des sentiers battus du péché. J'aime celui qui sait pourquoi il est damné. » Voilà, donc un personnage, une réponse hardie qui exprime sans aucun doute le point de vue d'Afraben et cette idéologie libertine qui vient contrebalancer les clichés populaires liés aux mœurs et aux nationalités étrangères. Donc à chaque fois qu'il y a un cliché négatif, il est pondéré par un cliché positif et constamment on voit que la référence à l'Europe est synonyme d'ouverture des frontières et d'ouverture d'esprit. Alors on pourrait se demander du coup si la localisation dans ce Naples ou cette Madrid, en tout cas dans ces pièces, dans ces villes étrangères, dans ces villes européennes, est-ce que c'est une localisation réaliste ou imaginaire ? Il y a effectivement dans les pièces de Ben un tropisme européen exceptionnel. Sur 18 pièces, il y en a 10 qui se situent en Europe. 6 en Angleterre et 1 en Virginie. Donc les pièces se situent en France, en Dacie, en Transylvanie, et beaucoup en Espagne ou en Italie. C'est une chose qu'elle partage avec les auteurs royalistes de son époque, qui correspond cette volonté aussi d'aller à l'étranger, et plutôt que de se centrer comme d'autres auteurs qui sont plus les auteurs Whigs, hein, plus proches de Cromwell, qui eux vont plutôt se renfermer sur des histoires anglo-anglaises, hein, qui se passent en Angleterre. Ces royalistes vont avoir envie de situer leurs histoires aussi à l'étranger parce que ça correspond à un imaginaire politique. Alors, on va aller chercher des modèles ailleurs, notamment en France ou dans les Flandres. Alors ces villes de comédie sont plus des îles finalement, des espaces imaginaires que réalistes, que ce soit Naples ou Madrid, dans le Rover et la seconde partie du Rover, il n'y a pas de nom de place, pas de nom de rue concret, aucun nom de bâtiment spécifique n'est cité, beaucoup de scènes se passent même la nuit ou dans la pénombre, donc on pourrait être un petit peu n'importe où. Donc il n'y a pas vraiment de signifiant, on est vraiment dans des espaces plutôt imaginaires, mais c'est aussi un imaginaire littéraire qui va faire référence, par exemple, dans une forme d'intertextualité à Shakespeare, notamment avec le motif du carnaval qui revient. C'est un imaginaire littéraire, un imaginaire politique, et qui, au-delà des perspectives réalistes, au fond, devient la terre de tous les possibles. Terre du brassage, de la réinvention de soi, du travestissement aussi. Et c'est vrai que cette Italie imaginée, rêvée par Afraben, n'est pas sans rappeler l'Italie du Grand Tour que devaient faire tous les jeunes aristocrates pour parfaire leur éducation. Et cet exil, finalement, des écumeurs, des rovers, de ces jeunes exilés, ouvre sur un espace où les cartes sont rebattues, où on peut prendre en main sa destinée et se réinventer.
Cette ouverture européenne, elle va notamment se matérialiser et s'exprimer dans les pièces de théâtre, où quand même l'intrigue souvent c'est de savoir qui va épouser qui, dans les relations amoureuses et matrimoniales, qui expriment très très bien ces rencontres, ces brassages de nationalités. Alors il y a plusieurs couples dans le Rover, un couple qui sont toujours des couples internationaux. Le couple Florinda Belleville par exemple, donc une jeune noble espagnole qui vit à Naples, qui est amoureuse de Belleville, un jeune lord anglais, qui servait dans la cavalerie française. Le couple Helena Wilmore, donc Helena, jeune noble espagnole aussi, qui au départ est vouée au couvent mais qui veut absolument pas se devenir nonne et qui désire au contraire se marier. Et Wilmore, qui est le personnage principal, l'écumeur, le rover, qui est à la fois un personnage type de la Restauration, mais aussi un aventurier, qui est donc une figure assez atypique. Et ce que note Jacqueline Person, c'est que cette union des nationalités représenterait peut-être chez Afra Ben une certaine image du désir hétérosexuel. Enfin, c'est une théorie en tout cas qu'elle a. En tout cas, cette métaphore de la différence, on peut la lire à plusieurs titres. Et il y a notamment, pour finir, ce couple entre Angelica Bianca, qui est une prostituée, une courtisane, qui est un personnage très important dans la pièce, et qui est le personnage de Wilmore, toujours le rover. Donc Angelica Bianca, en qui beaucoup de critiques ont vu au fond une image, une représentation d'Afra Ben, qui donc était aussi, elle aussi traitée de prostituée, et rôle qui était interprété par Nell Gwyn, qui était la maîtresse du roi Charles II et qui était vraiment la grande actrice star de l'époque, célèbre actrice qui a interprété beaucoup de rôles féminins des pièces de Ben. Et donc dans ce couple, on peut dire que la figure de Wilmore est un petit peu à l'image du roi Charles II qui était en exil, qui a notamment été en exil à la cour de son cousin Louis XIV, et on peut lire un petit peu ce couple comme une petite image de la cour en exil. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette jeunesse qu'elle représente tisse tout un réseau aristocratique qui est affranchi des contraintes de nationalité, mais qui est lié par des valeurs communes et qui réinvente ses valeurs propres. Et au fond, elle déconstruit les frontières, elle déconstruit les oppositions binaires entre nationalités. Et ce faisant, il y a vraiment une forte identification à des valeurs européennes, et voire pan-européennes, de cette jeunesse qu'elle représente. Cette jeunesse qui est affranchie donc des contraintes nationales, au travers notamment des relations amoureuses et matrimoniales, c'est aussi quelque chose qui renvoie à l'idéal intellectuel de la République des lettres. C'est aussi cette Europe de la République des lettres qu'elle représente. Alors ce jeu des alliances entre nationalités est toujours assez instable, toujours prompt au renversement. Les alliances, les appartenances nationales peuvent toujours même glisser. On m'indique que j'ai 2 minutes pour conclure. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, dans cet imaginaire européen, c'est un peu, au fond, une sorte de troisième lieu imaginaire qu'elle invente, qu'elle définit. Un troisième lieu un peu symbolique, qui n'est ni réaliste, mais qui est vraiment un lieu imaginaire, un lieu idéal. Alors j'aurais pu vous parler également de la porosité dans ce troisième lieu entre l'imaginaire et le réel, notamment avec la figure de monstres et de monstres imaginaires. Dans la seconde partie du Rover, elle nous parle de la figure de la géante, qui est une image littéraire et aussi une référence biblique au mythe des géants. Et en fait, cette image de la géante, c'est vraiment une figure de l'autrice disproportionnée, trop à l'étroit dans le carcan de son île d'Angleterre, mais aussi dans le carcan de son assignation féminine. Et cette géante, cette figure, est un peu une image de l'autrice qui va d'ailleurs s'exprimer dans des plaidoyers qui sont toujours tout à fait marquants. Je conclurai donc là-dessus. Un plaidoyer pour les femmes qu'on trouve dans la deuxième partie du Rover, et qui revendique en fait sa monstruosité comme une qualité exceptionnelle, comme une forme de supériorité.
Et à un moment donné, on lui dit qu'il faudrait qu'elle se transforme, qu'elle accepte une potion de magicien pour se transformer, pour pouvoir trouver enfin un mari, parce qu'ils sont tous, personne n'est à sa hauteur. Et voici ce qu'elle dit. « Je n'aurais aucune intention de changer ce noble corps si seulement je pouvais trouver mon alter ego et ainsi perpétuer la race première des hommes. Mais puisque ce triste monde ne fournit personne de cette race-là, pour être heureuse, je dois être recréée. » Donc les revendications de la géante s'appliquent aux femmes surdimensionnées, mais pas seulement. Au fond, elle parle à toutes les femmes, comme le fait bien remarquer Virginia Woolf dans cette citation on ne peut plus célèbre, qui prend ici tout son sens. Toutes les femmes en chœur devraient déposer des fleurs sur la tombe d'Aphra-Behn, car c'est elle qui obtint pour elles toutes le droit d'exprimer leurs idées. Voilà, je conclurai sur Virginia Woolf.